Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, intéressons-nous au message de la lumière, ou plus précisément, intéressons-nous à la notion de spectroscopie. Alors, commençons par l'expérience dite cruciale de Newton. En 1666, il a éclairé un prisme par la lumière du soleil, et après la tracée du prisme, un prisme, je vous rappelle, c'est un support transparent, en général en verre, ou en plastique, mais pour Newton, c'était à l'époque bien sûr en verre, avec une base triangulaire. Et à la sortie du prisme, il a observé une figure avec toute une gamme de couleurs, et cette figure s'appelle un spectre, donc à pas confondre dans le monde de la littérature où le spectre, c'est un fantôme. Ici, donc c'est le nom qu'on donne à la figure obtenue sur un écran lorsque la lumière a traversé, par exemple, un prisme. Donc on se rend compte ici que la lumière blanche, finalement, n'est pas une lumière entre guillemets fondamentale, elle est décomposée en une infinité de lumières colorées. Et l'expérience cruciale, elle a consisté à faire la chose suivante, c'est de se demander si ces lumières colorées étaient elles-mêmes composées de d'autres couleurs. C'est ainsi qu'il a pris un panneau avec des trous pour isoler certaines couleurs, certaines lumières colorées. Supposons qu'il ait isolé la lumière rouge. Cette lumière rouge, ensuite, il l'a fait traverser au travers d'un prisme et il a observé si la lumière était, donc un second prisme, il a observé si la lumière était décomposée ou déviée. Eh bien, elle était tout simplement déviée, donc pas décomposée. Donc finalement, ces lumières-là colorées constituent entre guillemets des lumières fondamentales et lorsqu'elles se sont toutes superposées, elles donnent la lumière blanche. Alors, le physicien va aller un peu plus loin. En termes de vocabulaire, comme vous pouvez le voir, on a une infinité de lumières colorées, tout un panel de bleu, tout un panel de lumière verte, etc. Chaque lumière colorée va s'appeler une radiation monochromatique, c'est-à-dire une radiation associée à une seule couleur. Et pour aller plus loin, le physicien va associer à chacune de ces lumières colorées, à chacune de ces radiations, une valeur chiffrée, appelée la longueur d'onde. En effet, pour le physicien, la lumière peut être modélisée comme une onde, d'accord, une sorte de vague qui se propage dans l'espace. Cette longueur d'onde, la lettre associée, on ne peut pas mettre L, car en général, c'est la lettre qu'on réserve pour les longueurs ou les largeurs des objets. Donc on a recours à l'alphabet grec et on note cette longueur d'onde par la lettre grecque qui se prononce lambda. Eh bien, les lumières colorées visibles ont des longueurs d'onde comprises entre 400 et 800 nanomètres. Ça, ce sont des valeurs à apprendre par cœur. La lumière est dite une onde électromagnétique. En effet, il existe d'autres types d'ondes électromagnétiques, par exemple les ultraviolets, qui eux ont des longueurs d'onde inférieures à 400 nanomètres, ou les infrarouges, qui eux ont des longueurs d'onde supérieures à 800 nanomètres. Ces deux domaines, UV et infrarouge, sont bien sûr non perceptibles pour l'œil humain. Mais si on dézoome, entre guillemets, si on regarde un peu plus loin, on se rend compte que le domaine du visible n'est qu'une petite portion de la gamme très très grande des ondes électromagnétiques qui s'étendent des rayons gamma aux ondes hertziennes, aux ondes radio. Donc c'est juste cette petite portion que je vous montre, qui est ici zoomée, qui correspond au domaine du visible. Et pourtant, avec juste ces informations-là, on peut déjà faire pas mal de recherches, pas mal d'exploitations. Alors revenons au système utilisé par Newton pour obtenir un spectre. Il a utilisé un prisme, mais on peut utiliser d'autres supports dits dispersifs. Le prisme est un système dispersif puisqu'il décompose la lumière en un spectre. Il existe aussi les réseaux. Les réseaux sont des réseaux par transmission. C'est un support transparent sur lequel on a gravé des centaines de traits à l'aide d'une pointe de diamant ou d'un pas de vis. Donc c'est un support transparent, d'où le nom réseau par transmission. En l'occurrence, en général, c'est typiquement, par exemple, pour cette diapositive, c'est 300 traits parallèles les uns aux autres sur 1 mm de large, donc je vous laisse imaginer le nombre de traits qui ont été tracés parallèles entre eux sur la largeur totale de la diapositive. Ce sont des réseaux par transmission qu'on retrouve dans les spectroscopes qu'on utilise en classe. Et puis il existe aussi les réseaux par réflexion, c'est typiquement le côté gravé d'un CD qui, bien sûr, lui aussi, ce côté gravé, peut décomposer la lumière en un spectre. Alors, revenons sur les spectres d'origine thermique. En l'occurrence, de quoi s'agit-il? C'est lorsqu'on prend un objet, un solide, un liquide ou un gaz à haute pression, et qu'on le chauffe fortement. Cet objet va se mettre à émettre de la lumière, un petit peu comme le forgeron, quand il va travailler son métal, il va d'abord le chauffer, et le métal qui était initialement entre guillemets inerte va se mettre à émettre de la lumière. Eh bien, le spectre obtenu pour un corps chauffé comme solide, liquide ou gaz à haute pression est un spectre continu. Ok, c'est typiquement le premier. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on commence à chauffer un corps et qu'on analyse la lumière qu'il émet en le décomposant à l'aide d'un prisme, on se rend compte que son spectre s'enrichit en radiation bleue au fur et à mesure que la température du corps augmente. On dira encore en termes de vocabulaire que plus la température d'un corps chauffé est élevée, plus son spectre s'enrichit
en radiations de courte longueur d'onde. En effet, les radiations bleues ont des longueurs d'onde plus courtes, 400 nanomètres, que les radiations rouges, 800 nanomètres. Donc ça, c'est à apprendre, hein. Ça veut dire que le spectre d'un corps chauffé nous renseigne quant à sa température. Finalement, plus un corps a une température élevée, plus son spectre est riche en radiation bleue, en radiation de courte longueur d'onde. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'en fait, il existe différents types de spectres. Donc ici, on a le spectre contenu de la lumière blanche. Typiquement, on peut l'obtenir en chauffant un métal, comme par exemple dans les lampes à incandescence, quand on chauffe un filament de tungstène. Le filament chauffé, porté à haute température, il va émettre de la lumière. Cette lumière émise va traverser un prisme pour obtenir un spectre continu, puisque toutes les radiations se touchent les unes par rapport aux autres. Mais il existe d'autres types de lampes. Par exemple, ici, on a un tube avec un gaz dedans qui est de l'hydrogène. Et on peut soit chauffer ce gaz à très très haute température, mais à basse pression, ou lui faire subir des décharges électriques. C'est le cas ici sur la photo. Et quand on fait ce genre de choses sur un gaz à basse pression, il se met à émettre de la lumière. Et qu'est-ce qui se passe si cette lumière émise est envoyée sur un prisme? Eh bien, à ce moment-là, donc typiquement ici c'est le cas ici, on a un gaz par exemple hydrogène, soit qui subit des décharges électriques, soit qui est porté à haute température et à basse pression. Cette lumière émise traverse un prisme et cette fois on n'a pas un spectre continu, mais des raies de couleurs différentes. On parlera d'un spectre de raies d'émission. C'est le gaz hydrogène qui émet de la lumière, mais dans des radiations bien particulières. Deuxième situation intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe cette fois si on ne chauffe pas le gaz, si on ne lui envoie pas des décharges électriques, bien sûr on le fait traverser par la lumière blanche. Et bien là, voici le spectre obtenu. Typiquement, donc j'ai la lumière blanche qui va traverser le gaz, puis le prisme. Que reconnaît-on sur le spectre? On reconnaît le fond qui rappelle le spectre continu de la lumière blanche, mais on voit qu'il manque des raies de couleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gaz a absorbé certaines radiations. En l'occurrence, l'hydrogène ici a absorbé certaines radiations. La figure qui suit rassemble les trois types de situations. Un spectre en bas d'émission continue, d'accord? Donc il faut bien comprendre que ce schéma est un petit peu compliqué puisqu'en fait c'est trois situations distinctes qui sont rassemblées sur un même schéma. Donc si c'est un peu trop ambigu, ne tenez pas compte de cette diapositive. Mais en gros, un filament chauffé donne un spectre continu, un corps chauffé à haute température et haute pression pour les gaz donne un spectre continu. Si on prend un gaz à basse pression qui est traversé par une lumière blanche, on a un spectre de raies d'absorption, c'est-à-dire c'est le spectre de la lumière blanche avec des raies d'absorption. Et si enfin c'est un gaz qui est porté à haute température ou qui subit des décharges électriques, ce gaz se met à émettre de la lumière, et cette lumière émise lorsqu'elle traverse un prisme donne un spectre de raies d'émission. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on compare le spectre de raies d'émission et d'absorption de l'hydrogène, on se rend compte qu'ils sont complémentaires. Alors ça, c'est très important parce que finalement, ça veut dire qu'un élément chimique, un atome ou un ion d'un élément chimique ne peut absorber que les radiations lumineuses qu'il est capable d'émettre. Deuxième élément aussi important, si on prenait à la place de l'hydrogène d'autres éléments chimiques, comme du mercure, comme du cadmium, ou pourquoi pas un ensemble mercure-cadmium, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que les spectres des éléments chimiques sont différents. Traduction, le spectre d'un élément chimique est une véritable signature, un véritable code-barre. Et donc ça, ce sera très important pour la suite, notamment quand on fera de la spectroscopie en astronomie. Alors justement, intéressons-nous par exemple à une étoile qui nous est familière, le Soleil. Si on prenait le spectre du Soleil qu'avait obtenu Newton avec son petit prisme, si on regarde de plus près, on se rend compte qu'il n'est pas vraiment continu. Il y a des raies d'absorption. Ça veut dire qu'en fait, la lumière émise par le cœur du Soleil, a traversé un gaz, en l'occurrence c'est donc l'atmosphère qui est autour du Soleil, et cette atmosphère contient différents éléments chimiques qui ont absorbé certaines radiations. Donc si on dispose d'un catalogue qui recense tout l'ensemble des radiations, des longueurs d'onde des radiations, des raies d'absorption, on peut identifier les éléments chimiques composant l'atmosphère du Soleil. Et bien il se trouve que le Soleil est essentiellement composé d'hydrogène et d'hélium. Deuxième information apportée par le spectre, c'est la température du corps qui est ici à haute température. Pour information, la température du Soleil s'élève à peu près à 5500 degrés. Je crois de mémoire que ça correspond à ce qu'on appelle la classe G dans la classification donc, des étoiles. Voilà, il ne vous reste plus que maintenant à mettre tout ça en place au travers de différentes activités, différents exercices. Je vous dis bon courage et à bientôt.